Roland, producteur de bois bûche, donc entreprise Roland Bois dans le Nord-Isère. Esther Mousni, chargée de mission Fibois au Ras, en charge de l'animation d'une marque qui s'appelle Ronald Bois Bûche. Michel Cochet, producteur de granulés à Alpénergie Bois. Et moi-même, donc, qui suis la directrice de Fibois Isère, donc l'interprofession de la filière forêt-bois. Vous êtes nombreux ce soir donc à nous rejoindre, donc merci beaucoup. Ça montre l'intérêt de ce sujet en ce moment pour vous qui êtes consommateurs de bois bûche, consommateurs de granulés ou alors porteurs de projets pour installer une chaudière ou un poêle au bois. Nous sommes nombreux, vous le voyez, il y a encore beaucoup de connexions en cours. Donc, je vais vous demander pour le bon déroulement de cette visioconférence de bien garder vos micros et vos caméras fermées, s'il vous plaît. Donc, vous avez la possibilité, normalement, en bas de votre écran, de désactiver et la caméra et le micro. Ça fluidifiera la connexion pour tout le monde. Et puis, pour les micros, ça permet d'éviter d'avoir des bruits intempestifs pendant les présentations. Donc, on prendra les questions par chat. Donc, sur la discussion, c'est un petit symbole normalement en haut à droite. Donc, un petit symbole chaté qui vous permettra de poser vos questions. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est de dérouler les interventions au fur et à mesure. On prendra les questions, une ou deux questions pour chaque intervenant pour apporter des éclaircissements. Et puis après, on prendra à peu près une demi-heure pour pouvoir répondre de manière aux questions plus larges. Voilà, si ça vous convient comme ça. Donc, merci encore de bien garder le son coupé et vos caméras également coupées de manière à faciliter cette visioconférence. Je me permettrai à défaut, si les sons ne sont pas coupés, de vous les couper moi-même. Voilà, une dernière chose, donc on se permet d'enregistrer cette visioconférence puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas être présentes ce soir et connectées et qui souhaitent pouvoir y avoir accès. Voilà, donc sans plus tarder, je propose à Daniel Châtelain, donc conseiller énergie à l'AGEDEN, voilà, de nous rejoindre. J'espère que tout le monde a accès, voit bien sa caméra et puis également le PowerPoint de présentation. Merci et puis bonne conférence à tous. Merci. Alors bonsoir à tous. Donc Daniel Châtelain, je travaille à l'AGEDEN qui est une association en Isère qui porte entre autres le service info énergie avec la SPEL ALEC sur la métropole grenobloise. Et notre objectif est de faire en sorte de promouvoir la sobriété et l'efficacité ainsi que les énergies renouvelables en Isère. Donc notre cœur de métier, c'est de former et d'accompagner des projets pour tout un tas d'acteurs qui peuvent avoir autour de la rénovation énergétique. On anime aussi un peu en marge dans les milieux scolaires. Le service Info Énergie, c'est un service qui est gratuit et indépendant et qui, en effet, est ouvert à tous et à toutes, grand public, donc personnes qui habitent en maison individuelle, en copropriété, ou lorsqu'on est agent technique dans une commune, par exemple, et qu'on souhaite avoir des informations autour de sa consommation d'énergie et comment faire pour réduire ses consommations énergétiques ou connaître les aides financières pour changer de système ou isoler son bâtiment. Alors, ce soir, avant tout, on va parler du bois énergie, mais nous, on tient à repréciser que on a une démarche qui se fait en 3 temps. Lorsqu'on accompagne les particuliers, entre autres, c'est d'abord travailler sur la sobriété énergétique. Alors le mot sobriété est assez à la mode en ce moment, mais nous, ça fait quand même quelques années qu'on le défend. L'idée, c'est de réduire ses besoins énergétiques aux usages essentiels. L'idée, c'est vraiment de se dire de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qui est soit du superflu, soit finalement qui n'apporte vraiment aucun élément de confort ou d'intérêt à cette utilisation.
Le deuxième axe, c'est l'efficacité. Donc là, ça va être travailler sur l'isolation du bâtiment, avoir un chauffage performant. Et puis, dans la mesure du possible, c'est la troisième étape, avoir recours aux renouvelables. Et plus particulièrement, donc là, on va rentrer un peu plus ce soir sur la question du bois énergie, puisque c'est la thématique de ce soir. Le bois énergie en France, qu'est-ce que c'est? Le bois énergie, c'est 47% des énergies renouvelables en France. C'est environ 16 000 équivalents temps plein, dont une grande partie qui sont non délocalisables, des emplois qui sont non délocalisables. La forêt couvre environ un tiers du territoire en France métropolitaine. Et il y a une forte croissance dans l'installation des nouveaux appareils de chauffage à bois. On voit que par exemple sur les chaudières, on a fait une augmentation de plus 105% là entre 2020 et 2021. Il y a une petite erreur de chiffre, mais c'est 2021. Et puis une augmentation de 35% sur les installations de poêles. Donc le chauffage au bois, c'est à la mode aujourd'hui pour des raisons économiques, pour des raisons aussi environnementales. Mais on voit vraiment qu'il y a un attrait autour de ce chauffage. En parallèle de cela, il y a une loi qui est parue l'année dernière, qui est autour de la loi de climat et résilience, qui est parue donc en août 2021, et qui annonce un peu des perspectives et des prospectives sur la question du bois énergie. Et puis qui donne des éléments d'étape donc pour connaître quel est l'état du secteur aujourd'hui. Donc aujourd'hui, 47% des ménages utilisent le bois en tant que chauffage principal. Donc, ça veut dire que le bois, quand même, est pour les utilisateurs de bois, s'en servent principalement en chauffage principal. La cible étant, l'autre moitié se répartissant sur du chauffage d'appoint, du chauffage d'agrément. L'objectif du plan de chauffage au bois, c'est de passer de 6,5 à 10 millions d'appareils installés, tout en conservant la même quantité de bois consommé. Alors, comment on va atteindre cet objectif-là? C'est en travaillant sur deux aspects qui sont à la fois la sobriété énergétique, donc réduire les besoins énergétiques des logements, et la deuxième chose, c'est en travaillant sur la performance des nouveaux appareils qui, étant plus performants, consomment moins de bois pour répondre à notre besoin. D'un point de vue qualité de l'air, et ça j'en reparlerai à la fin de ma présentation, il y a également un objectif pour l'améliorer, de remplacer 600 000 appareils non performants et d'avoir un combustible qui soit labellisé, c'est-à-dire que ce soit un combustible sur lequel on va maîtriser la qualité, ce qui va avoir un impact direct sur les émissions de particules. Donc voilà. Alors, pour avoir un chauffage performant, moi je ne vais pas tant m'arrêter sur la question de la qualité du combustible puisqu'il y a d'autres intervenants présents ce soir sur ces aspects-là. Mais globalement, un chauffage performant, c'est une bonne installation, un bon combustible et une bonne utilisation. Pour avoir une bonne installation, on va utiliser une installation qui réponde à des exigences qui sont propres à chacun. Donc, Guénel, tu peux avancer s'il te plaît. Merci. Donc là, les trois aspects, ça va être la répartition de chaleur, le confort d'utilisation et le budget. Et en fonction de ces choix-là, on va choisir plus un appareil qu'un autre. Comme typologie d'appareil aujourd'hui sur le marché, il va en exister plusieurs. Il y a la cheminée à foyer ouvert qui aujourd'hui est interdit à la construction dans certaines zones, interdit à l'utilisation dans certaines zones, mais pas en Isère. Et si, la construction et l'utilisation, ça va dépendre des zones même en Isère, pardon. Et puis après, on va avoir des chauffages centraux et des chauffages décentralisés. En chauffage central, on va avoir les deux photos que vous avez en haut de votre écran qui sont une chaudière à bois bûche et une chaudière à granulés de bois. Et on va avoir les chauffages indépendants où là vous allez retrouver un poêle à bois bûche en bas à gauche, un poêle de masse qui fonctionne en général à bois bûche également au centre et un poêle à granulés à votre droite. Donc là, en fonction de la typologie, par exemple, une personne qui veut quelque chose de tout automatisé, bien évidemment, elle ne va pas choisir un poêle à bois bûche. À l'inverse, quelqu'un qui va choisir une installation moins heureuse et qui va vivre quotidiennement dans la maison
et ben peut-être qu'il va partir sur un poêle à bois bûche. Au niveau du combustible, donc là je vais vraiment m'arrêter 2 petites secondes parce que comme je le disais tout à l'heure, les autres intervenants vont revenir, mais qu'est-ce que c'est qu'un combustible de qualité? Ben, pour ce qui est de la combustion, le combustible de qualité, il va être fortement lié au taux d'humidité. Alors il y a d'autres aspects également, comme est-ce qu'il est écorcé, pas écorcé, etc. Mais le premier indicateur, c'est le taux d'humidité. Et le taux d'humidité de votre combustible va permettre plus ou moins de récupérer de chaleur lors de la combustion. Donc on voit qu'un granulé de bois, de manière générale, a un pouvoir calorifique, donc une quantité d'énergie restituée qui est plus importante qu'une bûche sèche, qui est également plus importante qu'une bûche humide. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque votre bois brûle, il va brûler en 3 étapes. Il va y avoir une première étape qui va être la phase de séchage. Cette phase de séchage, c'est le moment où votre bois il va justement réduire son taux d'humidité pour ensuite pouvoir s'enflammer. Au-delà de 200 degrés environ, votre bois va se mettre en mode de combustion. Et là, on va avoir la flamme, ce qu'on connaît comme tout type de flamme, qui existe dans tous les foyers, même un foyer ouvert. On va avoir cette phase de pyrolyse. Et puis, pour les appareils les plus anciens, on va aller directement à la combustion des résidus charbonneux, qui est la phase qu'on pourrait appeler braise. Donc, on voit bien dans ce graphique-là que plus notre bois est humide, plus la phase de séchage est longue, et donc plus on a besoin de quantité de chaleur nécessaire pour sécher notre bois. Et donc, c'est ce qui induit une perte de rendement. La subtilité qu'on va avoir sur le chauffage à bois performant et sur les appareils performants, c'est la question de la double combustion. Une double combustion, c'est une étape qui va se faire qu'au-delà d'une quantité une température très élevée, qui est de l'ordre de 500-600 degrés, et ça va permettre une combustion à la fois de vos gaz et de vos poussières de manière beaucoup plus importante que ce n'aurait été sur un appareil ancien. Cette étape-là, elle va avoir un double intérêt. Elle va avoir un intérêt sur le fait d'avoir un rendement plus élevé, donc une quantité de chaleur plus importante dans votre logement lorsque vous servez de votre poêle ou de votre insert. Et puis, ça va avoir un deuxième intérêt, c'est que les questions d'émissions de particules vont être largement réduites du fait que les poussières vont être rebrûlées une deuxième fois avant que les fumées s'échappent dans l'atmosphère. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est très importante et qui annonce des performances d'appareils qui sont assez intéressantes. Donc là, je vous ai mis 2 petits schémas. Vous avez un schéma d'un poêle et un schéma d'un insert. Et on voit globalement en 1 les entrées d'arrivée d'air primaire, qui est donc la première combustion, et l'arrivée d'air secondaire, qui est l'air qui va être utilisé lors de la deuxième combustion. Donc sur un appareil à granulés ou un appareil à bois bûche, très souvent vous pouvez voir dans votre chambre de combustion un endroit où il y a des petits trous qui sont percés. Et lorsque votre poêle est en pleine est en combustion rapide, vous allez même voir des flammes qui vont se créer à ces endroits-là. Et en fait, c'est bien l'arrivée d'air qui va apporter un air comburant pour réenflammer finalement les fumées. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des appareils qui sont performants pour ça. Lorsque vous installez votre appareil, vous allez avoir besoin un nouvel appareil, vous allez avoir besoin de respecter un certain nombre de choses. La première chose, c'est que si vous voulez bénéficier des aides financières, il faudra faire appel à des artisans qui sont RGE, donc reconnus garants de l'environnement, qui sont sur des parcours de formation Calibois ou Calibat, mais globalement que vous retrouvez sur le site France Rénov'. Et donc ça, il faut bien vérifier que votre installateur l'est le jour où vous voulez installer votre nouvel appareil. La deuxième chose, c'est qu'on vous invite à choisir des appareils qui sont très performants. Donc, entre autres, pour en trouver, alors ils n'y sont pas tous, parce que c'est un label, aujourd'hui il existe plusieurs labels, mais le plus connu c'est celui-là, c'est de vérifier que cet appareil-là, il est labellisé Flamme Verte 7 étoiles, ce qui garantit une performance importante de l'appareil. Qui dit performance dit un rendement élevé et puis des taux de CO et des taux de particules qui sont faibles. Donc ça, c'est lorsque vous êtes dans une phase plutôt de devis pour cela.
Et puis on a parlé donc de l'appareil, on a parlé du combustible, et donc pour finir, on va parler de l'utilisation de l'appareil. Donc la première étape est pour les utilisateurs à bois bûche en appareil indépendant, c'est d'utiliser la technique de l'allumage par le haut. Donc l'allumage par le haut, c'est le principe de la bougie, c'est-à-dire que on va mettre ses bûches en dessous et on va mettre son petit bois et son allume-feu au-dessus. L'intérêt de gérer de cette manière-là, c'est qu'on va limiter jusqu'à 70% les émissions de particules au démarrage. Donc ça évite des encrassements d'appareils, ça évite également de la pollution atmosphérique inutile. Et globalement, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque votre allume-feu va être allumé, c'est des allume-feu qui sont faits en général à base de cire végétale et de copeaux de bois et vont brûler suffisamment de temps pour que votre petit foyer au-dessus de vos bûches prenne feu et va brûler suffisamment de temps, globalement 5-6 minutes, et ça va permettre de faire prendre feu le bois qui est légèrement en dessous, puis le bois encore en dessous, etc. Donc voilà, donc ça permet à la fois de gérer les problématiques de voisinage liées à la phase d'allumage qui en général est la plus désagréable, mais c'est également bon pour votre poêle et pour l'environnement. Une fois que votre poêle est en pleine combustion, un chargement c'est globalement 30 à 45 minutes. On ne laisse pas un poêle mijoter, on le laisse brûler pleinement. C'est comme ça qu'on va moins encrasser son poêle et avoir les meilleures performances qui soient. Et on va charger de nouveau son poêle qu'à condition qu'on ait un lead braise. Donc chargement sur lead braise, ça c'est un élément important. Et puis on va gérer donc les arrivées d'air primaire et secondaire lorsqu'on a des foyers à double combustion pour justement avoir une flamme qui est ni trop vive ni trop molle, puisque trop molle va faire qu'on a une mauvaise combustion. Trop vive, ça veut dire qu'on a globalement on va chauffer un peu trop le tubage et puis on va avoir trop de chaleur qui vont partir dans les fumées et moins dans la pièce. Donc c'est pas forcément ce qu'on recherche. Au niveau de l'entretien, l'entretien courant c'est de descendrer, c'est le plus classique qu'on va avoir, autant sur de l'appareil à bois bûche que de l'appareil à granulaire. Ça veut pas dire qu'on enlève parfaitement toutes les cendres, mais en tout cas qu'on enlève le plus gros. Attention aux arrivées d'air primaire et secondaire parce que pour le coup, elles doivent être bien dégagées. C'est ce qu'on a là dans la photo. Vous avez la photo du après où on voit bien l'arrivée d'air primaire qui arrive dessous, qui sont les petites ouvertures sous le foyer, et puis les arrivées d'air secondaires qui sont les petits points que vous avez en façade au fond du foyer. Donc ça, ces deux éléments-là, il faut bien qu'ils soient dégagés pour s'en servir. Et puis, donc on a ces entretiens quotidiens, et puis on va avoir les entretiens réalisés par des professionnels. Alors, il y a le ramonage, comme beaucoup le savent, que en général on ne sait pas, mais la loi normalement nous impose 2 ramonages par an, dont une fois en saison de chauffe. Et également, il faut un entretien de l'appareil. Donc, l'entretien de l'appareil pour un poêle à bois bûche, ça va se faire au moment du ramonage. La personne qui va ramoner va vérifier que la vitre n'est pas fendue et que globalement l'appareil ne met pas en cause la sécurité de l'installation. Sur un appareil à granulés, par contre, on va faire réaliser une intervention plus globale puisqu'il y a un démontage de l'appareil et un nettoyage d'un certain nombre de choses. Pour une chaudière, c'est pareil, on va être comme sur toute chaudière, on va démonter l'appareil pour le nettoyer. Alors j'en ai parlé un petit peu avant, mais la question du bois énergie, elle est fortement liée à la question de l'environnement et des émissions polluantes. Et c'est ce qui fait que depuis quelques années, vous avez entendu peut-être sur certains territoires qu'il est mis en place des aides qui s'appellent les primaires bois et qui permettent l'aide au remplacement des vieux appareils de chauffage au bois. Donc pourquoi? Parce que lorsque on va avoir une combustion de bois, on va émettre des particules. Ces particules-là, elles sont relativement fines et elles vont jusque dans le sang en fonction de la taille des particules. C'est avéré aujourd'hui que l'exposition aux particules, donc je ne parle pas des autres pollutions, parce que quand on parle de la pollution, en fait, il y a plein de pollutions différentes, mais la pollution aux particules, aujourd'hui, elle est responsable de 40 000 décès anticipés par an, voire un peu plus, et ce qui fait que ça fait quand même quelques centaines sur le territoire isérois. Sur les répartitions, donc parce que
on peut se dire oui, mais très bien, la particule, elle provient de quelle source? Eh bien, on se rend compte que ces PM10 et PM2,5, alors ça c'est notre jargon et c'est le jargon pour expliquer la taille de la particule. En fait, le 10 c'est 10 microns et 2,5 c'est 2,5 microns. Ce sont toutes les particules inférieures à 2,5 ou inférieures à 10 microns. Et on voit bien que le secteur résidentiel est clairement l'émetteur principal pour ces particules-là. Donc, si demain on arrive à réduire la question du chauffage au bois dans les logements résidentiels, pas tant en quantité d'utilisation, mais en performance des matériels, on se rend compte qu'on va bien jouer justement sur ce chiffre-là, et c'est là où ça va être intéressant. Alors là, ça peut paraître impressionnant, mais on a quand même fait des efforts depuis quelques années. Enfin, je dis on, mais tout le monde, les pouvoirs publics, les politiques publiques et puis les industriels font que on a déjà une réduction de la quantité des émissions de particules. On n'est pas encore aux objectifs annoncés dans l'objectif 2030, mais en tout cas, on s'en dirige. Alors, dernier point sur la question de la qualité de l'air, c'est que ça touche tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que 95% de la population en région Auvergne-Rhône-Alpes est exposée aujourd'hui à des taux de particules en PM2,5 qui sont au-delà des consignes, en tout cas du référentiel de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il y a clairement un enjeu sanitaire de travailler sur cet axe-là, avec en effet des territoires qui sont plus impactés que d'autres, mais néanmoins, tous les territoires, sauf le Cantal et la Haute-Loire, ne respectent pas aujourd'hui ces objectifs-là. D'un point de vue financier, et je terminerai par là, nous, ce qu'on peut voir en tant qu'espace info-énergie, c'est qu'il y a une forte volatilité aujourd'hui des cours énergétiques. Tout le monde le sait, puisqu'il suffit d'ouvrir la radio pour entendre parler des questions de pétrole, de gaz, de granulés, de pénurie, etc. Alors, on n'a pas forcément les chiffres des dernières semaines, puisque ça met toujours un petit peu de temps à arriver. Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, le pétrole a une forte volatilité, mais même sur les années précédentes, puisqu'il oscille quand même globalement de manière assez importante. L'électricité est toujours en hausse régulière et on va avoir deux combustibles qui, pour le coup, se maintiennent en général plutôt sur des niveaux inférieurs, qui sont le granulé de bois et la bûche. La bûche, alors là, c'est moi qui ai rajouté le trait supplémentaire pour essayer de vous donner un comparatif. Voilà, ça vous donne quand même cette nuance que la bûche a aussi une augmentation annuelle de son coût à l'aster et également très variable entre les secteurs. Ça veut dire que même en Isère, entre deux régions en Isère, on ne peut pas du tout avoir le même coût à l'aster. Et ça, je peux pas c'est difficile à mettre sur un graphique. Concernant les installations, je vous ai indiqué quelques ordres de grandeur de coûts d'installation ou de coûts d'entretien. Donc des installations de poêles indépendants, granulés ou bûches, globalement autour de 5 à 6 000 euros, on va avoir la grande majorité des installations. Les chaudières automatiques à granulés ou chaudières à bois bûche, là on va avoir des grandes différences parce que ça va dépendre si on a en silo, sans silo et la qualité des chaudières. Et puis, lorsqu'on fait les calculs financiers, il faut aussi prendre en compte qu'il n'y a pas que le combustible, il y a l'entretien, tout comme vous avez un entretien sur une chaudière à gaz ou une chaudière à fioul. Donc voilà, donc ça c'est des éléments que vous pourrez retrouver en nous recontactant ou à l'issue de la présentation. Lorsque vous êtes en projet de rénovation et donc de remplacement de votre ancien appareil de chauffage à bois, ou d'installation d'un nouvel appareil de chauffage à bois, vous avez droit au recours à plusieurs aides financières. Vous avez MaPrimeRénov' qui est ouverte à tous pour les questions d'isolation, mais sur les questions de système de chauffage, les revenus les plus élevés, vous n'aurez pas d'aide financière sur le remplacement. Les éco-prêts à taux zéro, les certificats d'économie d'énergie et puis les aides locales, comme j'évoquais tout à l'heure, qui sont vraiment des volontés de politique locale pour œuvrer, pour avoir des primes, des appareils
et des installations très performantes. Donc ça va être fonction de la localité et de ses ressources. Donc pour tout ça et puis pour approfondir sur ce que je viens de dire, ben, un seul numéro de téléphone, donc c'est le 0476 14 0010 pour contacter le service Info Énergie 38. Et puis si vous voulez connaître un peu plus les aides financières ou pour qu'on affine en fonction de votre projet, ben, faut pas hésiter à venir nous voir. Merci Daniel pour cette introduction donc, de la part de la GDEN. Je vais prendre le relais donc pour Fibois Isère pour replacer un peu le bois bûche et le granulé dans la filière bois de manière générale. Alors je rappelle que Fibois, c'est une association interprofessionnelle qui fédère l'ensemble de la filière forêt bois de l'amont à l'aval. Donc depuis la forêt, les forestiers jusqu'aux consommateurs finaux. Donc on a la chance en Isère d'avoir une filière bois robuste avec l'ensemble des maillons représentés et toute la chaîne en fait qui est présente sur le territoire, en particulier, toute la chaîne. Et ce qui est important de comprendre sur cette filière, c'est que cette filière, elle est relativement complexe avec de multiples flux. C'est-à-dire qu'on va essayer de valoriser les bois en fonction de leur qualité. Donc depuis le bois d'œuvre, donc en haut à droite du petit schéma à droite, qui est le sillage, donc pour la construction. Et puis quand on descend en qualité, on va valoriser en industrie, par exemple pour la palette ou pour les panneaux ou pour la trituration pour faire du papier, ou enfin le chauffage. Ça peut être du bois bûche, ça peut être du bois déchiqueté ou autre. Je vais y revenir. Donc on a une filière qui est très complexe avec des flux qui s'entrecroisent, de très nombreuses petites entreprises qui interviennent en forêt et qui vont trier les bois en fonction de leur qualité. Donc on a beaucoup de flux qui s'entrecroisent, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en Isère et en région de manière générale Auvergne-Rhône-Alpes, on a une capacité à transformer localement en fonction des différentes qualités, puisque plus des 3/4 des bois qui sont récoltés ici sont transformés localement ou dans les régions juste voisines. Sur l'Isère plus particulièrement, on a 2 grandes régions forestières pour faire simple. Donc une grande région de montagne, vous le savez, avec plutôt des résineux et des forêts mixtes majoritaires, d'où on sort donc ce bois d'œuvre, les sillages pour la construction, les bois d'emballage quand les bois sont de moindre qualité, et puis le bois de chauffage, et notamment sur la base du hêtre ou du faillard. Pour les bois de montagne et les feuillus de montagne. On a une très grande région de plaine aussi, surtout l'ouest et le nord de l'Isère, où prédomine le châtaignier et le chêne en particulier, qui sont valorisés donc, sur une filière traditionnelle de piquet pour des petits diamètres issus des taillis, notamment en châtaignier, qui sont valorisés en bois de chauffage et aussi en bois déchiqueté, donc ce qu'on appelle les plaquettes forestières, qui partent en chaudières de plus grosse taille, des chaudières automatiques. L'Isère, c'est quand même 314 000 hectares de forêt et 64 millions de mètres cubes de bois sur pied. Donc c'est conséquent, vous avez les petits graphiques sur la valorisation en bois d'œuvre, bois d'industrie et bois énergie, avec le comparatif Isère et région. Et donc vous voyez qu'on a une proportion de bois énergie plus importante qu'au niveau régional, tout simplement parce qu'on a ce très très grand secteur de plaine, dont un des débouchés majoritaires est entre autres choses le bois énergie au sens large. Je poursuis sur la récolte. Aujourd'hui, on récolte 470 000 mètres cubes de bois environ chaque année sur l'Isère, dont à peu près une cinquantaine de % part au sillage, et le reste se partage entre le bois d'industrie et la grande famille du bois énergie. Alors la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que si on développe l'usage du bois construction, et bois énergie, si tout le monde se chauffe au bois, est-ce qu'on va vers une disparition de nos forêts? Donc ces petits schémas pour vous dire qu'aujourd'hui on a de la marge. Alors d'abord vous dire que la forêt progresse en France et en Isère également, depuis plusieurs décennies voire siècles. On a doublé de superficie en 200 ans. Et qu'aujourd'hui, on ne prélève qu'une part, à peu près la moitié de l'accroissement naturel annuel de la forêt. Alors chaque année, la forêt pousse, les arbres grossissent, et donc on va en prélever et en récolter que la moitié.
Autrement dit, si on regarde en Auvergne-Rhône-Alpes, notre forêt a grandi de 16 millions de mètres cubes par an et à l'échelle de la région, nous n'en prélevons que 5 millions de mètres cubes. Autrement dit encore, on a une récolte annuelle de l'ensemble du volume de bois sur pied que de 1% chaque année en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a de la marge et on n'est pas sur des niveaux de décapitalisation loin de là. Pour remettre également les deux énergies qui nous intéressent ce soir, donc bois bûche et granulé, il faut bien avoir en tête que le bois énergie a différents gisements et se commercialise sous différentes formes. Donc le bois bûche, bien connu, le granulé de bois dont on reparlera tout à l'heure, la bûche densifiée, alors c'est presque à la marge, et puis ce fameux bois déchiqueté vers les chaufferies de plus grande taille, rurale ou urbaine. Les gisements ne sont pas uniquement la forêt, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire qu'il y a notamment vers le bois déchiqueté, il y a d'autres gisements comme le recyclage de bois issu des déchets. Par exemple, les emballages en fin de vie, les palettes en fin de vie sont broyées, recyclées et partent en chaudière. Vous verrez tout à l'heure sur les granulés qu'on utilise exclusivement ou quasi les connexes de scierie, donc la sciure issue de nos scieries qui produisent du bois d'œuvre. Voilà, donc simplement pour avoir à l'esprit que nos gisements de bois ne sont pas exclusivement la forêt. Donc voilà, en guise d'introduction, pour replacer un petit peu bois bûche et granulé dans un contexte un petit peu isérois, filière iséroise et dans un contexte forestier. Je vous propose maintenant qu'on passe au cœur du sujet avec le témoignage d'un premier producteur de bois bûche, Victorien Roland, donc c'est l'entreprise Roland Bois dans le Nord Isère et qui va pouvoir vous expliquer un petit peu son entreprise, son fonctionnement et la situation actuelle, puisque c'est ça aujourd'hui qui vous intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'on va en matière de bois bûche, en termes de volume, de prix, de disponibilité. À toi, Victorien. Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux, merci à toi Guénel pour tout ça et M. Châtelain pour cet déroulement qui était très intéressant, qui permet aussi à nous en tant que professionnels de se rappeler certains détails qui des fois nous échappent. Voilà, donc je suis exploitant forestier depuis 2012, à mon compte depuis 2012. J'ai repris une société qui était aussi exploitant forestier depuis les années 50. Donc on était basé à Septem pour commencer, entre Vienne et l'île d'Abo dans le Nord Isère. Et depuis 2018, on est sur la commune de Wattier-Saint-Aublas. Aujourd'hui, donc, on est 9 salariés dans l'entreprise. Notre métier, on est exploitant forestier, comme je vous l'ai dit. Donc, on va exploiter les bois de la forêt via des équipes de bûcherons à leur compte du secteur qui coupent et trient, exploitent et mettent le bois, ce qu'on appelle le bois bord de route. Et ensuite, nous, avec nos véhicules, nos camions, nous ramenons sur notre plateforme les bois qui seront transformés, entre autres pour le bois bûche et aussi pour le bois déchiqueté, mais pas que. C'est à savoir que le bois bûche et le bois déchiqueté, c'est quand même une partie faible de notre volume de bois exploité, parce qu'on n'exploite pas les forêts pour faire de la bûche ou du bois énergie. On l'exploite en premier pour faire du bois d'œuvre. Et le bois d'œuvre part, même si ses qualités sont en petit volume chez nous, ça peut être pour de la tonnellerie sur chêne. Tout à l'heure, Guénel, tu parlais du châtaignier, tu parlais du piquet, mais le piquet c'est une seconde qualité pour le châtaignier, parce que bien avant, on a aussi le châtaignier que nous, on trie aujourd'hui, un bois qui fait 23 ou 24 cm de diamètre. Au-delà, on le trie pour faire du parquet. Du parquet intérieur, mais surtout du parquet extérieur qui permet sans traitement, qui permet d'avoir une tenue dans le temps qui est intéressante. On a parlé du châtaignier, mais il y a aussi le robinier faux acacia qui remplit ce rôle et qui a une très bonne tenue sur les extérieurs aussi,
sans traitement. Voilà. Donc notre métier, couper la forêt, surtout le trier. Chaque morceau de bois va au bon endroit. Dans un arbre, on peut avoir 5-6 qualités et aussi 5-6 clients pour ces bois-là, parce que la première partie de l'arbre, qui est la plus jolie, la plus noble et sans branche, peut partir dans une scierie. Dans une scierie ou chez un dérouleur, suivant les essences, on les envoie au bon endroit. Les choses changent suivant les marchés. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme tu disais, Gaël, on a la chance que sur Rhône-Alpes, on a de belles entreprises qui valorisent nos bois, qui nous les valorisent très bien. Voilà. Alors l'idée, c'est que nous, Roland Bois, pour moi, l'ADN de mon entreprise, c'est d'aller sur la qualité. Ça a toujours été le cas depuis le début. Alors, on avance petit à petit, on n'était pas parfait, on l'est peut-être pas encore non plus, mais on avance sur la qualité, donc la qualité de notre produit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est Rhône-Alpes Bois-Bûches depuis 6 ans. Oui, 6 ans. On est PEFC, on est aussi CBQ+. L'idée de ça, c'est pas... Tu me coupes, pardon? Ouais, excuse-moi, Victorien. PEFC, c'est une garantie de gestion durable de la forêt. Et puis CBQ+, c'est également une marque de qualité, tout comme Rhône-Alpes Bois-Bûches, mais sur le bois énergie principalement et sur d'autres combustibles bois. Excuse-moi, continue. Oui, pas de souci, merci. Et puis donc pour Rhône-Alpes Bois-Bûches, c'est une marque de qualité. C'est tout simplement des producteurs de bois-bûches comme moi qui s'engagent en fait pour avoir un produit de qualité et surtout de la clarté dans le produit qu'on vend. Parce qu'on a souvent un peu des problèmes, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'on achète. Au niveau des humidités, on a des contrôles de qualité. Nous, on fait des contrôles à la semaine pour connaître l'humidité de nos bûches en fonction des lots qu'on peut transformer. On travaille aussi sur les quantités, que les quantités soient respectées. Donc, on a plusieurs sur nos factures et nos bons de livraison. Nous avons la quantité en ster et la quantité en mètres cubes d'encombrement, ce qui permet à chaque client de pouvoir contrôler les volumes qui ont été servis. À savoir qu'on fait aussi des contrôles, je ne sais plus le chiffre, tous les temps de clients, on leur demande de nous mesurer le tas de bois qui a été livré pour vérifier si les volumes sont corrects. Voilà. On travaille aussi sur la propreté du bois. Donc la propreté, on fait une sorte de dépoussiérage, nettoyage pour qu'en fait le client ait que des bûches qui arrivent chez lui et pas des déchets qui sont dus. Le mot déchet des fois un peu est pas réel parce qu'en fait c'est des écorces qu'on revalorise derrière ou de la poussière ou de la sciure qu'on revalorise aujourd'hui sur d'autres secteurs. Voilà. Peut-être tu peux... Donc après en termes... Oui. Pardon. Non, mais je voulais te proposer de parler un peu de la conjoncture actuelle, puisque c'est un petit peu le cœur du sujet. Tu fais 14 000 stères de bois chaque année, ce qui est conséquent. Tu es plutôt en croissance depuis quelques années. Alors, effectivement, depuis 2018 qu'on a repris le dépôt qu'on voit en photo, là, où on a mis en place cette plateforme grâce à l'aide de Bouffibois et puis du travail de beaucoup de... donc, en fait, l'intérêt de ce bâtiment, c'est de sécher le bois et d'avoir une qualité de bois intéressante. Par rapport à l'activité, depuis 2018 qu'on est bien visible, on a une forte augmentation via aussi notre site internet, etc. Donc, il y avait une belle progression qui était d'autour de 1000-1500 stères annuels d'augmentation via aussi les voisins, enfin le bouche à oreille. Et alors, cette année, c'est un peu particulier parce que il y a des grosses tensions sur les autres énergies, donc avec des coûts qui explosent sur le fuel, on a du 100% d'augmentation. Alors, on a beaucoup de gens qui avaient un peu laissé, entre guillemets,
le chauffage bois-bûche de côté pour plusieurs choses. Les contraintes que le bois-bûche apporte. Et puis le télétravail et puis bien sûr surtout le coût des autres énergies fait que le bois-bûche, malgré ses contraintes, redevient un peu à la mode. Le problème pour nous, c'est qu'on a une forte augmentation. On avait une augmentation qui était connue, on était 1000-1500 stères par an. Donc chaque année, on avait plus, donc ça se gère. Le problème, c'est que sur cette dernière année, on a une explosion et en fait, le bois-bûche, il faut le temps qu'il sèche. Donc suivant l'exposition des plateformes, etc., le temps de séchage pour une bûche peut être de 6 mois. S'il est fendu avant l'été, en fin d'été, il sera sec suivant les plateformes, hein, je vous dis bien, parce qu'il y a des grosses disparités par rapport aux altitudes, aux vallées, etc. Et ça peut être sur 1 an et demi, 2 ans, voire plus. Voire plus si le bois n'est pas fendu. Donc ça, c'est une grosse problématique, c'est qu'une forte demande, mais le bois, il faut qu'il ait le temps de sécher. Aujourd'hui, on a des solutions techniques qui sont apportées pour pouvoir sécher du bois de façon plus rapide, disons, mais qui demandent des forts investissements. Et au vu de la conjoncture, on est comme pour avoir un matériel, il faut beaucoup de temps. Donc, il faut du temps pour que la filière puisse réagir. On sera plus fort l'an prochain, mais voilà, il y a des tensions. Voilà. Les gens sont souvent demandeurs de savoir si on prend de nouveaux clients ou pas. On peut en prendre aujourd'hui, mais entre guillemets, la problématique, c'est les temps de livraison qui s'allongent. Voilà. On a encore du bois sec, il n'y a pas de souci. Donc, peut-être pour répondre, pour répondre par exemple à cet enjeu séchage, hein, puisqu'on l'a bien compris, l'enjeu c'est de commercialiser du bois sec autant que faire se peut. Donc aujourd'hui, Rollerbois investit sur des cellules de séchage de manière à être plus réactif et avoir un stock qui tourne plus vite. Hein. C'est ça l'enjeu pour l'entreprise actuellement. Oui, tout à fait, oui, parce que pour pouvoir livrer 14 000 stères de bois de chauffage, il faut avoir un stock qui tourne autour de 8-9 000 tonnes de bois en grume. Et au plus on monte, en fait, on a une limite de stockage, etc. Et donc, pour réduire, effectivement, on a investi dans des cellules de séchage qui devraient être en fonction courant octobre, début novembre. C'est en phase de test. On aura les premières bûches qui sortiront. Voilà. Donc, ça permettra qu'on descende sous un bois à moins de 23% de taux d'humidité, qui est l'humidité maximum pour du bois sec. Voilà. Après, au plus on descend en humidité, au plus on a des rendements qui explosent. Et avec ce que disait tout à l'heure M. Châtelain, c'est qu'on va faire avec le séchage artificiel, mais aussi avec le séchage naturel, les deux combinés évidemment. On ne compte pas arrêter de faire du séchage naturel, bien au contraire. On pourra diminuer le volume de bois, mais avec des meilleurs rendements, et donc tout le monde y gagnera. Effectivement, il y aura sûrement un coût du stère qui sera en augmentation. Ça, il ne faut pas se le cacher. On ne va pas être les derniers, parce que malheureusement, pour faire un stère de bois, il faut du fioul. Le fioul a pris 100% d'augmentation, hein, sur la dernière année comptable, c'est 100% d'augmentation. Pour le gasoil routier, c'est 33% d'augmentation. Je vous passe tous les détails des matériels qui a des grosses augmentations. Donc, tout ça fera qu'il y a une augmentation des coûts du bois de chauffage. Et aussi, forcément, il y a plus de demandes. Donc, les propriétaires forestiers n'ont pas envie d'être aussi les derniers là-dedans. Donc, forcément, quand on pouvait être 1 ou 2 sur un joli lot de bois à une époque, aujourd'hui, on est 5 ou 6. Donc, il faut forcément mettre le prix pour emporter le lot. Et ça fait que demain, à la revente, vos bûches seront plus chères.
Mais il faut pas, on réduit nous on pourra pas vendre du bois vert parce que le bois vert se vend en fin d'hiver pour l'été prochain, mais pas pendant la saison. Donc, on n'a pas de choix que de limiter, entre guillemets, les livraisons pour pas être en rupture de bois. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, toi, l'augmentation du prix du bois bûche pour ton entreprise? Alors, sur 10 ans, elle doit être de 23% sur 10 ans, mais sur un an, elle a monté de 20%. Dans notre métier, on a une forte concurrence, plus ou moins loyale, et donc on avait des difficultés à passer des hausses. Surtout que les volumes n'étaient pas forcément au rendez-vous. Donc, dès que le prix, la bûche, dès que le prix n'est pas en phase de ce qui peut se faire autour, et ben, on est tout de suite. Aujourd'hui, certains clients, surtout sur je le vois sur les nouvelles installations, donc sur du 25 cm et du 33 cm, qui est plus difficile à produire de façon artisanale, on a des bien meilleurs retours et il faut que le bois soit ultra sec sur ces produits-là. Si on n'est pas autour de moins des 23%, sur les nouvelles appareils de chauffage, c'est la catastrophe. Autant un appareil de chauffage de 10 et 15 ans et plus, de la bûche humide, et ben, bon, effectivement, ça chauffe moins, mais on arrivait à chauffer les maisons avec des consommations plus importantes, de la pollution plus importante. Mais sur les nouveaux appareils, on a des consommations qui peuvent descendre sur des maisons de 100 mètres carrés de 4 voire 5 austères maximum pour avoir des températures bien au-delà des préconisations du gouvernement aujourd'hui. Donc, les choses changent, elles changent dans le bon sens. Au niveau des volumes, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 2 ans, on était peut-être à 60-70% de bois en 50 cm. 30% en 20-30% en 33 cm et un petit pourcentage d'une dizaine, 10-15% de 25 cm. Je vous dis les chiffres à peu près, je ne les ai pas pile en tête, mais c'est cet ordre-là d'idées. Et donc aujourd'hui, les choses, par exemple, je viens de regarder une semaine sur le mois d'octobre cet après-midi par rapport et ben, il y a vraiment un renversement. On est à 50%. Et le reste, c'est le 33 et le 25 qui se le partagent et le 25 fait une forte poussée. Et c'est à nous de s'adapter parce que c'est le 25 cm, c'est toujours une grande difficulté pour nous dans notre métier. Si on n'industrialise pas notre process de production, on a des difficultés pour arriver à faire ces bois de petites dimensions et bien secs. Et voilà. Ok. Est-ce que tu veux donner, c'est une question de Antoine qui te demande le prix du ster dans ton… Le prix moyen du ster, je vais donner plutôt un prix moyen. Aujourd'hui, on est aux alentours des 85 € le ster, prix qui va être tenu à peu près jusqu'à la fin de l'année. En fonction des appros et des achats, ben, il va falloir sûrement réactualiser, je pense, sur début 2023. Voilà. 85 € le ster, on a 5 sters livrés TTC. Je parle le ster, donc 85 € le ster à partir de 5 sters. Voilà. Après, dès qu'on descend sur des plus petites quantités, et ben malheureusement, le coût de transport prend une importance et donc on est obligé d'avoir un surcoût de livraison. Mais à partir de 50 austères, à 50 km autour de notre établissement, on a la capacité de tenir ces prix. Voilà. Victorien, une autre question, 2 questions identiques sur les cellules de séchage. Quelles sont les énergies? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'elles sont elles-mêmes? Alors aujourd'hui, malheureusement, entre guillemets, dans la précipitation, enfin, la visibilité est assez compliquée à avoir ces dernières années là. Et je pense que c'est pas Michel qui me contredira là-dessus. Les choses changent très vite. Donc, du coup, aujourd'hui, on a acheté une cellule de séchage à plaquettes. Donc, on a une chaudière à plaquettes forestières. Donc, ce qu'on produit nous pour des produits, idéalement, ça serait de brûler des produits
plus grossier et un peu, entre guillemets, moins bien valorisé sur notre plateforme. Mais pour une petite installation et pour un commencement, malheureusement, on est obligé de travailler sur un produit qu'on pourrait revendre pour de la chaudière individuelle. Voilà. C'est de la plaquette c'est du bois déchiqueté. En tout cas, ça fonctionne ni au gaz, ni au fioul, ni à l'électricité. Ça reste du bois. Voilà. À l'électricité, il faut bien faire tourner quand même la chaudière. Un petit peu, ça reste. Ok, merci Victorien. Je propose qu'on poursuive. L'heure tourne pour qu'on puisse parler aussi ensuite du granulé. Je passe juste la parole à Esther, donc, qui est en charge de Ronald Boisbuche, pour décrire un petit peu plus cette démarche qualité qui est soutenue par notre interprofession. Et tu peux aussi en lien. Alors, effectivement, tout à l'heure, la GEDEN nous disait que pour avoir moins de problèmes de qualité de l'air et maintenir une consommation de bois constante malgré l'augmentation de l'installation de poêles, il fallait un combustible de qualité. C'est dans ce cadre-là qu'on a développé la marque Ronald Boisbuche à Bois. Donc, c'est une démarche de qualité qui vise à certifier les professionnels de la bûche sur leurs produits. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, pour le consommateur, plus un bois est sec, plus il va faire des économies, puisque, comme on vous le disait, sur un bois sec, la combustion est complète. Donc, on utilise toute l'énergie contenue dans le bois pour la restituer en chaleur. Donc, cette énergie, en fait, elle se quantifie avec un pouvoir calorifique inférieur. Et ce pouvoir calorifique inférieur, il varie en fonction des essences et de l'humidité. Globalement, plus un bois est riche en eau, moins il va dégager de chaleur. Et plus il est dense à la base, plus il va dégager de chaleur. Donc, c'est pour ça que je vous ai remis des petites correspondances. C'est-à-dire qu'en fait, pour 1 mètre cube de chêne, ça va équivaloir à 190 litres de fioul. Alors que, par exemple, 1 mètre cube de peuplier, qui lui est un bois beaucoup moins dense, va avoir comme équivalence 120 litres de consommation de fioul. Donc, ça permet de voir effectivement l'impact de l'essence choisie sur le rendement en énergie de votre bois. Nous, dans la marque Ronald Boisbuche, on conseille d'utiliser des bois dits durs, donc chêne, hêtre, châtaignier, et d'autres essences. Après, n'hésitez pas à prendre contact auprès de vos producteurs. En général, ils le disent de toute façon sur leur facture. Voilà, donc c'est une marque qui a été créée par les professionnels à destination du consommateur et qui permet de mettre en valeur les entreprises qui s'engagent dans une démarche qualité. Donc, ils s'engagent dans une qualité de produit, dans une promotion de la gestion durable des forêts et dans une transparence de commercialisation. C'est-à-dire que, par exemple, si le bois qu'ils vendent n'est pas sec, ils vous diront exactement dans quelle classe d'humidité se situe le bois vendu et comment le stocker, combien de temps pour obtenir un bois prêt à brûler. Donc, ils vous donnent les moyens de vérifier les informations fournies par tout un tas de données réglementaires qui sont contenues dans les factures et ils garantissent du coup un achat de bois légal provenant de forêts gérées durablement. Voilà. Parce qu'un professionnel certifié France Boisbuche est forcément un professionnel déclaré qui utilise donc des forêts qui suivent gérées selon les principes du Code forestier. Donc, les engagements des professionnels dans la marque Ronald Boisbuche, c'est des engagements de respect réglementaire, comme je vous le disais. Cette année, en plus, la réglementation a évolué, c'est-à-dire que maintenant, on est obligé, sur les factures, tous les professionnels du bois-bûche sont obligés de mentionner si le bois est prêt à l'emploi ou asséché avant emploi. Et ça, du coup, nous, dans la marque, en fait, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, puisqu'en fait, on indiquait l'humidité du bois vendu et du coup, forcément, s'il était prêt à l'emploi ou pas. Il y a aussi des engagements environnementaux, puisque les bois transformés en bûches sont forcément issus de forêts gérées durablement, c'est-à-dire où on a replanté autant que ce qu'on a coupé, et issus des forêts françaises et même régionales, voire sur les départements frontaliers, départements de la région plus départements frontaliers. Donc, il y a des engagements administratifs. C'est des engagements surtout en termes de communication, puisqu'en fait, un professionnel Ronald Boisbuche va expliquer aux clients quelle est la qualité vendue et comment stocker correctement son bois, comment consommer son bois, c'est-à-dire qu'il va rappeler les principes d'allumage par le haut qu'on a évoqués tout à l'heure, et ce genre de bonnes pratiques. Sur la facture faite par un professionnel Ronald Boisbuche, il y aura donc mention des essences,
mention de la longueur vendue, un volume précisé, donc équivalent stère mètre cube, puisqu'il faut savoir qu'une stère de bois vendue n'est pas forcément équivalente en mètre cube en fonction de la dimension de la bûche. Il y aura mention de l'humidité, donc il va être soit extra sec, sec, mi-sec ou vert, et mention normalement de l'origine du bois. Mais bon, puisque c'est un professionnel Ronald Bois Bûche, souvent les bois sont issus de la région. Donc, à travers le développement de cette marque, l'idée, c'était vraiment de permettre de la mise en visibilité des entreprises vertueuses et accompagner ces entreprises vers encore plus de performance. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles rentrent dans la marque, nous, derrière, on les accompagne pour qu'elles puissent accéder justement à des outils techniques et subventions qui leur permettent de progresser toujours plus. Ça permet aussi de clarifier le marché, comme je vous le disais, et de favoriser du coup l'augmentation des volumes de bois sec sur le marché, puisque en les accompagnant vers des techniques pratiques qui permettent de produire plus facilement du bois sec, le volume de bois sec vendu disponible augmente. Et voilà. Donc, au niveau de la répartition des producteurs Ronald Bois Bûche, je vous ai remis une petite carte. Actuellement, donc, on a 14 producteurs sur l'Auvergne et 44 producteurs sur la partie Rhône-Alpes. Globalement, les producteurs sont plutôt bien répartis géographiquement, ce qui fait que normalement, vous trouverez toujours un producteur en capacité de vous livrer à côté de chez vous. Les producteurs, pour savoir où c'est qu'ils se trouvent, vous pouvez aller consulter le site internet, donc France Bois Bûche. Dessus, il y a un outil très pratique où vous pouvez rentrer simplement votre adresse et du coup, il y aura la liste des professionnels en capacité de vous livrer qui s'affichera et il n'y aura plus qu'à les contacter. Voilà, sachant que cette année, trouver du bois sec en ce moment, ça devient de plus en plus compliqué puisque, comme vous le disait Victorien, la demande a beaucoup augmenté et du coup, en général, le stock de bois sec a déjà beaucoup diminué. Voilà, puis ensuite, j'avais remis quelques petites photos pour vous montrer comment on produisait le bois bûche. Il y a vraiment plein de façons et plein d'outils de produire du bois bûche de qualité, par du séchage donc sous hangar, du séchage naturel, donc sur plateforme, à l'air libre, ou alors du séchage artificiel, comme vous en a parlé Victorien, avec son nouvel investissement sur des cellules de séchage. Alors, merci Esther. Tu as parlé de plantation. Je vois qu'il y a une question à ce sujet. En fait, en tout cas ici en Isère, la plantation, c'est pas le mode de renouvellement privilégié de la forêt, c'est-à-dire que ici les propriétaires et gestionnaires ils travaillent beaucoup sur la régénération naturelle de la forêt, alors qui peut être différente suivant les types de forêts dont on parle, et on va pas vous faire 2 heures de cours sylvicole, ce serait un peu long, mais voilà, on est plutôt sur de la régénération, la plantation étant plutôt réservée aux échecs, c'est-à-dire quand la régénération se fait mal, et on va plutôt le réserver aussi à une évolution, enfin en tout cas à essayer de faire évoluer la forêt dans le cadre du changement climatique. Voilà, je vous propose, puisque je vois l'heure tourner, de passer au granulé. Merci Esther en tout cas. Et on va puisque l'objectif c'était de balayer également, et le granulé, je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de questions sur ce volet-là, passer sur cette filière qui fonctionne très différemment de la filière bois bûche qu'on a décrit précédemment, puisque c'est une filière qui s'appuie sur un outil industriel de production, donc plus sur des usines de grande taille, qui valorise la sûre issue de nos scieries. Et je vais laisser la parole donc à Michel Cochet, donc le gérant de Alpes Énergie Bois et Bois du Dauphiné. Bois du Dauphiné étant une scierie et Alpes Énergie Bois, l'usine de granulés à côté. Est-ce que tu peux mettre ton micro et ta vidéo, Michel? Voilà, parfait. Je vais te laisser. Voilà, je vais te laisser expliquer un petit peu le processus de fabrication de granulés et de présenter ensuite ton entreprise et d'en venir après au contexte actuel qui est un petit peu stressant pour les consommateurs sur le granulé. Et bonsoir à tous, donc je suis le dirigeant de la société Alpes Énergie Bois qui nous produisons des énergies renouvelables. Donc s'agissant du process de production du granulé,
le granulé est fait uniquement à partir de sciures et plaquettes qui proviennent des sociétés de première transformation, donc des scieries, et de deuxième transformation, sociétés qui font du rabotage et d'autres produits de transformation, charpentier, etc. Donc, on récupère de la sciure, de la plaquette et des copeaux. Et donc, c'est la base de cette matière première qui est ensuite séchée, puis comprimée, et on obtient donc un granulé de 6 mm de diamètre et une trentaine de millimètres de long, avec un taux d'humidité inférieur à 10%. Donc, c'est un produit industrialisé dans lequel il n'y a pas d'adjuvant, c'est uniquement la sciure séchée comprimée. Donc, ce produit est pour l'essentiel un produit certifié qui garantit sa qualité. Donc, vous le retrouvez avec une certification DIN+ et EN+. Donc, voilà pour ce point-là. Donc, pour ce qui nous concerne, donc, je le disais, nous sommes producteurs d'énergie renouvelable, donc de granulés tout d'abord, avec une production cette année de 63 000 tonnes, en augmentation par rapport à l'année passée, suite à des investissements. Donc, nous augmentons notre production en un an de 25%, puisque nous faisions précédemment 50 000 tonnes. Nous produisons également de l'électricité pour une quantité annuelle de 27 000 MWh par an, et puis de l'eau chaude qui nous permet de sécher la sciure en vue de réaliser la production de granulés. Donc cette sciure, pour ce qui nous concerne, provient de la scierie qui est sur le même site, j'ai pas dit, donc nous étions situés à Le Chélat, dans la vallée du Grésivaudan. Donc la sciure provient du même site du Chélat, un site de production de la scierie qui transforme 250 000 m3 de bois résineux par an, pour une production d'environ 100 000 m3 de sciage, avec une matière première résineuse qui provient des Alpes pour l'essentiel et globalement de l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour ce qui nous concerne, nos granulés sont certifiés DIN+ et EN+ également, bien sûr. Ils proviennent de la scierie dont les bois sont certifiés PEFC, donc certification environnementale qui garantit une bonne gestion des forêts. Et bien sûr, cette matière première est locale, nos bois sont certifiés Bois de France et Bois des Alpes. Nous ne distribuons pas directement nos granulés aux particuliers, nous sommes producteurs uniquement et nous distribuons, nous vendons nos granulés à des distributeurs qui sont situés pour l'essentiel sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a quelques clients au nord de l'Italie, à côté sur la région de Turin, et un client en Suisse romane. Il n'y a pas de client en Belgique. Donc le rayon maxi de distribution, c'est 200 à 250 km. Donc au global, un circuit court avec une matière première qui provient de la région, qui est transformée en Isère et qui est distribuée pour l'essentiel à 80% sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques éléments sur la production régionale et nationale. Sur la région, en 2020, la production était de 440 000 tonnes pour une consommation de 261 000 tonnes. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes a toujours été excédentaire en production par rapport à sa consommation. Et cette consommation elle a augmenté de 15% par rapport à 2018. Et vous voyez sur votre droite une constante augmentation de la production depuis le début des années 2000, date à laquelle le granulé a commencé à être produit et distribué globalement sur le marché français. Une capacité de production supérieure à 545 000 tonnes, toujours sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une distribution des acteurs de transformation relativement bien répartis sur l'ensemble des départements et sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. En cumulé sur la France, en 2020, c'était 1,7 million de tonnes, et en 2022, c'est 2 100 000 tonnes de production au global. On précisera qu'on attend une consommation de 2 600 000 tonnes en France pour cette année, donc en 2022. Et donc la différence se fait par des granulés d'importation à hauteur de 500 000 tonnes qui proviennent d'autres pays européens voisins. Alors quelques éléments sur les causes de la tension actuelle dont on parle beaucoup. Donc
rappeler tout d'abord qu'elle provient d'une croissance forte du chauffage au granulé. Il y a un effet post-Covid où on a constaté une volonté de consommer une énergie renouvelable, dont le granulé. Et puis le prix des énergies fossiles a été en augmentation depuis de nombreux mois. Et par ailleurs, on a un soutien de l'État qui se vérifie à travers ma prime Rénov', qui est une aide à l'investissement des chaudières et des poêles, d'une part, et par ailleurs avec l'interdiction de renouvellement des appareils au fioul depuis le 1er juillet dernier. Sur les chiffres de vente d'appareils, en 2021, on a constaté une augmentation de 120% de la croissance des ventes des chaudières au granulé par rapport à 2020. Et s'agissant des poêles, c'est plus 41% de ventes de poêles en 2021 par rapport à 2020. Alors, avec cette augmentation de la demande forte, il y a un effet panique, on peut rappeler ça comme l'effet papier toilette, où les consommateurs ont anticipé des achats qui se sont faits pour beaucoup depuis le printemps jusqu'à maintenant, alors que d'habitude, ils étaient un peu plus tardifs, ces achats. Et par ailleurs, un surstockage pour un certain nombre d'acteurs, notamment avec les granulés en sac, où on a voulu prévoir la quasi-totalité de l'année ou la totalité de l'année, voire au-delà, sur l'équivalent de 2 années, en prévoyant et face à une augmentation des prix qu'on craignait ou qu'on anticipait. On précisera qu'au niveau européen, le contexte il est particulièrement tendu, souvent plus qu'en France, où la part d'importation dans d'autres pays est beaucoup plus importante qu'en France, et qu'il manque des importations récurrentes qui étaient réalisées par les 3 pays qui sont en conflit, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, qui exportait 3 millions de tonnes de granulés sur le marché européen. Donc ces granulés ils font défaut cette année. Donc on a des producteurs à plein régime qui fonctionnent à plein régime actuellement et depuis de nombreux mois face à cette augmentation de la demande. Ça représente 70 unités en France qui produisent et mettent sur le marché environ 200 000 tonnes de granulés. La production de granulés, c'est une production industrielle, comme on l'a dit, et qui fonctionne 24/24, 7 sur 7, 12 mois dans l'année. Donc, tous les jours, on produit du granulé. Et puis, une montée donc, en puissance progressive des installations. Donc, historiquement, il y a toujours eu un niveau de production proche du niveau de consommation en France. Donc, il y a une demande un peu plus forte cette année et les investissements se poursuivent pour qu'il y ait une augmentation de la capacité de production qui s'ajuste à l'augmentation de la demande. Et je rappelle qu'à cette époque de l'année, on n'a quasiment pas ou peu chauffé encore et que la production de granulés se poursuit 24/24, 7 sur 7, tous les jours du mois et jusqu'à la fin de l'hiver. Enfin, des éléments sur les prix. Donc, chacun aura constaté, consommateur de granulés, une hausse des prix. Donc, cette hausse du prix du granulé, elle provient pour l'essentiel d'une hausse du coût de revient. Donc, qu'est-ce qui constitue le prix de revient? Tout d'abord, le prix de la matière première qui a au moins doublé chez les producteurs de granulés. Ensuite, le prix de l'électricité que payent les entreprises et il faut de l'énergie électrique pour reproduire des granulés au cas par cas. Donc, ce coût d'électricité il a été multiplié par 4 et ou jusqu'à 10 fois par rapport au prix de l'année passée. Et puis, tous les autres coûts, le prix de l'emballage, notamment le prix de transport du carburant qui participe à l'augmentation du coût jusqu'à le consommateur final, qu'il soit consommateur de sac ou consommateur de vrac. Et puis, il y a une hausse des prix généralisée en Europe. Et vous voyez sur la droite l'évolution des courbes des prix des granulés. Donc, historiquement, longtemps, un prix assez stable et bas. Et puis, depuis quelques mois, une augmentation assez significative des prix. On reste en France le pays où l'augmentation est la plus faible. Et c'est l'Allemagne où l'augmentation est la plus forte. Et donc, dans le
dans les volumes de granulés que vous allez trouver chez vos distributeurs, il y a une petite partie d'importation. J'évoquais tout à l'heure en France 500 000 tonnes. Sur la partie Europe, la partie Rhône-Alpes, eh bien, la production elle est supérieure à la consommation, donc il n'y a pas véritablement de sujet. Mais la part des granulés d'importation, elle renchérit le prix moyen du granulé, puisque, comme vous l'avez vu, les prix des granulés sur les autres pays européens sont bien plus chers que ceux que vous vérifiez et qui sont vendus par des producteurs sur le marché français. Et puis tout en dessous, vous voyez, mais ça a été présenté sur la gauche, la comparaison des différents coûts des énergies en kilowatts. Et sur les courbes de gauche, c'est avec le bouclier tarifaire qui a eu un impact positif sur le prix du gaz et le prix de l'électricité. Et sur le tableau en bas à droite, vous avez les mêmes courbes, mais sans l'impact du bouclier tarifaire qui aurait renchéri bien plus le prix du gaz et de l'électricité. Et il faut savoir que s'agissant du granulé, il n'y a pas de bouclier tarifaire. Donc voilà quelques éléments sur les prix et la tension du granulé. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie granulé? Le chat reste étrangement calme, ce qui est étonnant au regard des difficultés d'approvisionnement des consommateurs de granulés en ce moment. Pas de questions. C'est extraordinaire. Bon, c'est que c'était assez. Peut-on espérer avoir un jour une baisse du tarif du granulé, soit lié au marché, soit lié à un bouclier tarifaire comme sur les énergies fossiles, ou soit lié à la baisse de la TVA? C'est une question pour moi? Oui, c'est une question pour toi. Ok. Donc je disais les éléments qui participent à l'augmentation significative du coût du granulé. Donc c'est une hausse historique. Donc on imagine que les prix vont redescendre, vont en tout cas se resituer et se restabiliser sur un niveau plus bas que le niveau d'aujourd'hui et ou d'hiver, puisqu'on pense qu'il va encore augmenter un tout petit peu. Donc on peut s'attendre à un niveau qui va redescendre, mais il est difficile de savoir où c'est qu'il pourra se stabiliser. Donc ça dépendra bien sûr des prix des énergies renouvelables et des prix des énergies électricité et fuel qui participent au coût de production et l'évolution du prix de la matière première, bien évidemment, comme je l'ai dit. Mais on peut, et puis de la demande, sachant que l'offre, elle va augmenter, et donc on va rééquilibrer l'offre et la demande, et donc ça va participer également à une certaine, à enlever la tension sur les prix. Et puis cet effet d'anticipation qu'on connaît participe à cette tension sur les prix, donc c'est pas bon, c'est un impact négatif sur les prix, en tout cas haussier. Et donc tout ça va au bout d'un moment, et je pense au cours de l'hiver et à la sortie de l'hiver, on devrait revenir à des prix un peu plus bas. En tout cas, on l'espère tous. Est-ce que, autre question, quel est le carnet de commandes? Alors, je ne sais pas si on peut parler comme ça pour AEB. Il est plein jusqu'à quelle date? Alors, j'imagine que vous êtes plutôt sur des contrats avec vos distributeurs plus que sur des... Oui, on a des contrats avec les distributeurs, donc on anticipe avec eux des volumes de production que l'on affecte à nos distributeurs historiques qui ont tous des demandes en hausse par rapport aux années précédentes. Et donc, en fait, on a un carnet de commandes qui est plein parce que chaque distributeur sait se projeter sur la saison de chauffe qui vient. Et donc, on a un carnet de commandes qui est plein et des stocks qui ne sont pas très importants, mais tout ça parce qu'on anticipe la demande en lien avec les relations étroites que l'on a avec les distributeurs. Et encore une fois, la production, elle est faite 24/24, 7/7. Donc, on augmente et on réalise cette production, nous, comme l'ensemble des producteurs de granulés sur tous les jours de l'année. Il y a un petit bémol sur la disponibilité de la ressource sciure.
En ce moment, il y a une activité dans les scieries qui est un peu moins forte. Donc, potentiellement, ça donne un peu moins de disponibilité de matières premières et donc un peu moins de granulés potentiellement. Donc, ça reste à suivre. Mais bon, c'est à noter. On le sait, c'est un constat que l'on fait actuellement. Justement, à propos de la sciure, donc une question pour savoir si la fabrication des granulés provient toujours des sous-produits de la série. Oui, elle provient quasiment exclusivement des produits connexes de la série, donc ce qu'on appelle la première transformation du bois, et de la deuxième transformation du bois, menuisier, charpentier, ébéniste, qui participent à cette matière première. De façon complémentaire, il y a ce qu'on appelle du bois de trituration, du bois de qualité que l'on ne peut pas valoriser en bois d'œuvre et qui peut être valorisé en granulé au cas par cas. Ça complète la disponibilité qui peut se trouver chez les scieurs et dans la deuxième transformation. On nous posait la question de savoir si on peut faire des granulés sur la base d'autres ligneux, on va dire, lin, chanvre, etc. Alors, je ne sais pas si Scieur sait répondre à cette question. Non, ça paraît difficile. Non, j'ai pas connaissance de production de granulés à partir d'autres de produits de ce type-là. Par contre, on peut faire des granulés à partir de feuillus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel des entreprises qui transforment du bois transforment des résineux. Donc, c'est pour ça que la plupart des granulés qui sont vendus et qui sont achetés et consommés sont des granulés issus de résineux, mais le granulé de feuillus fonctionne bien et parfois il y a des unités qui font un mixte granulé qui résulte d'un mixte feuillu et résineux. J'ai une question, mais je ne sais pas si collectivement l'ensemble des intervenants va pouvoir répondre parce que c'est pas évident. Savoir si le bois bûche est au final plus écologique que le pelet ou le granulé. Un petit peu compliqué de. Ouais, alors moi je vais peut-être apporter un élément là sur la question de l'énergie grise. Donc c'est l'énergie qui va servir à produire et à transporter le combustible. Globalement sur un bûche, on est sur un ratio de 1 à 12, alors que sur le granulé, on est sur un ratio de 1 à 6, qui reste très intéressant, mais qui est quand même moins que la bûche. Après, effectivement, c'est pas les mêmes filières et c'est pas non plus les mêmes modes de consommation. Et je pense que oui, tout à fait. Ce sont des combustibles qui sont complémentaires et celui qui chauffera à granulé sera peut-être pas dans une situation idéale pour chauffer au bois bûche et l'inverse peut être vrai. Oui, tout à fait. Mais quand on sort de cette problématique-là et qu'on regarde juste le combustible, il faut forcément plus d'énergie pour produire de manière générale du granulé que de la bûche. Puisqu'on est sur un process industriel. Bien sûr, qui est plus consommateur. Question peut-être qui n'a pas été posée, mais si un industriel fabricant de granulés doit augmenter sa production, on l'a dit, c'est pas instantané, mais c'est quel délai justement et ça implique quoi en termes d'investissement d'augmenter sa capacité de production? Je fais une petite parenthèse, c'est pas le même schéma que le gaz où il suffit d'ouvrir les vannes, enfin du moins quand elles sont ouvertes, en ce moment moins, mais et pour avoir plus de combustible disponible. Michel? Au-delà de la disponibilité de la matière première, pour faire une unité de production de granulés, dès lors que l'on fait cela, si je peux dire, nous dans notre process, on a aussi une production d'électricité, comme je le disais tout à l'heure. Si on se limite à un process qui produit du granulé uniquement, donc il faut une chaudière à biomasse en général pour sécher la sciure, un système de séchage donc de la sciure et puis un process de presse donc qui transforme la sciure en granulé et puis des silos, des moyens de convoyage, donc plus le terrain et l'aménagement et tout ce qui va avec. Donc, au global, pour faire 50 000 tonnes de granulés, il faut environ 15 millions d'euros. C'est l'ordre de grandeur pour ce niveau de production-là. Et il faut environ
près d'1 an pour avoir une unité de production en place et opérationnelle. Donc effectivement, c'est pas instantané. Ouais. Non. Et c'est ce qui est plus délicat de réussir effectivement à être en phase avec la demande. Notamment, ce qu'il faut noter cette année, c'est que pour ce qui concerne les chaufferies collectives qui qui utilisent le granulé, souvent elles sont couplées avec du gaz. Et aujourd'hui, au regard des prix du gaz, ces chaufferies gaz ont été coupées, donc ça a aussi augmenté, on va dire, par rapport à la demande qui était prévue. On a une plus forte croissance de la demande pour cette raison-là notamment, alors qu'avant, c'était des chaufferies qui fonctionnaient en binôme gaz-granulé. Donc ça vient effectivement augmenter presque artificiellement par rapport à la consommation qu'on connaissait. Et c'est pas évident à suivre, forcément au regard de ces problématiques d'installation et de nouvelles usines. Alors, il y a une question qui revient, enfin, c'est étonnant d'ailleurs qu'on l'ait eu qu'une fois. Pensez-vous que certains intermédiaires profitent de la situation actuelle pour augmenter leurs marges, en particulier pour la vente en sac? Michel. J'en sais rien. En fait, je connais pas toutes les situations. Peut-être que ça peut arriver, mais à mon sens, si ça arrive, c'est marginal. En tout cas, globalement, nous, dans notre réseau, pour notre structure, et les producteurs que je connais, les niveaux de stock sont bas. Il n'y a pas de la rétention qui viserait à faire augmenter les prix. Et chez nos distributeurs, en tout cas régionaux que je connais davantage, il n'y a pas de rétention que je sache. Donc, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver de façon marginale, mais à mon sens, ce n'est pas le cas. Peut-être une question pour Daniel. Est-ce que l'idéal serait de coupler une chaudière à granules avec un poêle à bois bûche? Alors ouais, j'étais en train de répondre par écrit, mais je vais faire la réponse orale pour tout le monde. Globalement, ça peut être intéressant dans certains cas, par exemple pour les particuliers qui souhaitent avoir un appoint bûche avec un combustible moins onéreux et surtout être indépendant, par exemple, de potentielles coupures d'électricité comme on entend parler aujourd'hui. Par contre, c'est pas forcément pertinent suivant la typologie du logement et suivant l'usage du logement, puisque il faut par exemple avoir un circuit hydraulique, alors que tous les logements qui aujourd'hui sont en train de basculer petit à petit sur du tout élec à du bois élec, eux vont plutôt partir directement sur des appareils indépendants en complément de l'électricité. Donc voilà, donc ça va vraiment dépendre des situations. Et encore une fois, il n'y a pas une situation meilleure que l'autre. Je pense que ça dépend de l'usage, ça dépend de la possibilité d'avoir du bois aussi de qualité, ce qui est possible. Il y a des personnes qui, bien évidemment, vont privilégier également le bois bûche parce qu'ils vont le produire eux-mêmes et le faire correctement. Voilà, donc toute situation apporte une réponse qui peut être différente. Il y a une question plus spécifique sur les aides financières. Voilà. Et sur la question des aides financières, en fait, oui, vous pouvez bénéficier d'aides pour installer un poêle à bois bûche, même si vous avez déjà un poêle à granulés. Ça va être, ces aides-là vont pour certaines être fonction de vos ressources, d'autres pas. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous voulez des détails sur, en effet, les aides mobilisables, appelez l'espace Info-Énergie, on vous répondra sans souci. Mais globalement, il y a ma prime Rénov et les certificats d'économie d'énergie qui sont bien présentes. Et puis, si vous avez un ancien foyer à bois sur un territoire éligible à la prime bois, ça va être possible. Alors, il y a une question à 100 balles. Est-ce que si on installe un poêle maintenant, on sera sûr de trouver du granulé pour se chauffer l'hiver? Alors ça, c'est franchement pas facile, Anne, de répondre à la question. Et je suis pas sûre qu'aucun d'entre nous saurait y répondre. Je sais pas si Michel, tu veux reprendre la parole. Je peux peut-être donner un petit élément de réponse en attendant. Mais vas-y Esther, en attendant. Du coup, en fait, en général, on recommande, avant de prendre une installation, enfin en tout cas avant d'installer un poêle à granulés ou une chaudière à granulés, de prendre contact avec son fournisseur futur, au moins
6 mois ou 1 an avant, enfin qu'il puisse vraiment intégrer les besoins futurs dans son approvisionnement le plus tôt possible. Donc là, en plus, avec la tension qu'il y a cet hiver, moi, je ne recommanderais pas d'installer un poêle à granulés maintenant, parce que les carnets de commandes sont bien pleins. Et globalement, vous allez avoir du mal à trouver du granulé avant le mois de janvier, en tout cas, et voire même plus tard. Donc, Michel, pour compléter. Je suis plus optimiste ou moins pessimiste, je ne sais pas comment il faut le dire. Encore une fois, je rappelle que les producteurs produisent tous les jours, 24/24, 7/7, tous les jours de l'année, et que pour l'instant, plein de consommateurs ont déjà un stock chez eux, alors que ils n'ont pas encore consommé et qu'ils n'ont pas démarré leur poêle ou leur chaudière. Donc, il y a des augmentations de production et des unités qui montent en puissance et qui ont démarré cette année. Donc, la production va croissante également. Bon, comme de toutes les énergies, de toute façon, il va y avoir de la tension dans les mois qui viennent. Et il faut rappeler que par souci de sobriété, d'économie et pour des raisons environnementales, si on peut baisser de 1 ou 2 degrés, ça sera bien pour la planète et bien pour le portefeuille, et ça permettra de passer l'hiver en sécurisant davantage l'approvisionnement pour tous. Je vous remercie. Je crois qu'on a à peu près. Vas-y. De prendre la parole par rapport à ce que a dit Michel et Esther. Et effectivement, je suis bien d'accord avec Michel. Il y a aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a parlé d'effets moutarde, gasoil. C'est souvent, en fait, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a limité, nous, les retraits de sacs de granulés à 10 sacs par personne, tout simplement parce que habituellement les gens venaient chez nous pour prendre 5 à 10 sacs, voire 15 pour ceux qui étaient un peu plus éloignés. Mais en fait, on a été obligé de faire ça parce que certains prenaient, on avait des clients qui leur restaient une demi-palette chez eux et venaient rechercher une palette alors qu'ils passaient une palette annuellement. Donc, au regard des consommations, on les dirigeait pour qu'ils soient raisonnables et qu'ils laissent pour éviter ces tensions. Parce que bien souvent, c'est un surstockage et qui crée… on a eu des demandes très fortes juin, juillet, alors que d'habitude, la granulée, ça commençait… au premier coup de froid, fin septembre, début octobre, suivant les saisons et suivant les secteurs. Et je suis plutôt confiant, nos fournisseurs, parce qu'on est donc aussi revendeurs de granulés. Et en fait, on a un cadencement qui est prévu. On aura les mêmes volumes que l'an passé. Peut-être pas supplémentaires, mais on aura les mêmes volumes. Si les gens sont raisonnables, il y en aura pour toute l'année. Et voilà. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Ok, merci. Étant sur le terrain. Côté distributeur, donc revendeur de sacs et pas de bacs. Merci à tous, il est 20h, je vous propose d'arrêter. Une petite pub pour vous dire que dans le cadre d'Habiter Bois, on a encore des visites qui sont de maisons bois qui sont possibles, soit en chantier, soit déjà réalisées. Donc je vous invite à aller sur le site habiterbois.fr. Et puis une deuxième page de pub, et j'en arrête là, vous dire que vous pouvez poursuivre la découverte de l'univers bois à travers les Forestivités, qui est un festival que nous portons du 22 octobre au 6 novembre. Il y aura notamment les visites de Roland Bois dans le Nord-Isère et de Alpes Énergie Bois sur le Grésivaudan. Donc vous pouvez vous inscrire. Tout le programme est sur le site internet forestivité.fr. Et tout plein d'animations. Alors, pas forcément que des visites d'entreprise. On aura toutes sortes d'animations à travers l'Isère, puisqu'il y en a une 60aine pendant les 15 jours des vacances de la Toussaint. Vous êtes les bienvenus pour
découvrir la forêt, notre univers et pouvoir découvrir les différents usages du bois. En tout cas, nous vous remercions pour votre présence ce soir, nombreux. Et puis, nous vous souhaitons à tous un très bon hiver en espérant qu'il soit pas trop froid pour le début, pour que tout ça puisse se calmer un petit peu. Merci à tous pour votre présence et bonne continuation. Merci aux intervenants également, Victorien, Daniel, Esther et Michel. Merci à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonsoir à tous. Allez, hop, je vais couper et je vais essayer d'enregistrer mon enregistrement, ce qui n'est pas gagné. Merci en tout cas pour ceux qui restent. Avec plaisir. Et puis, À bientôt. à bientôt. Merci. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao.